Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les économies émergentes. Trajectoires asiatiques, latino-américaines, aide européenne et perspectives maghrébines. Thème sous la responsabilité de Yamina Mathlouthi. Introduction. L'émergence, contenu du concept et évolution des expériences. Yamina Mathlouthi. Les pays émergents occupent une place de plus en plus décisive sur la scène internationale. L'apparition d'espaces de croissance accélérée, en dehors du monde industrialisé, est sans doute un des phénomènes les plus importants des années 1980. Celui-ci a été concomitant de deux grands phénomènes économiques. L'ouverture des marchés dans le cadre de la mondialisation et le recours à des mécanismes de transfert technologique, TT, particulièrement efficaces, au point de laisser penser, à la fin de la même décennie, que ce facteur constituait la cause première des phénomènes d'émergence. Le débat économique sur les économies dites émergentes s'est concentré jusqu'à maintenant sur le problème des causes et de la soutenabilité de la croissance accélérée que connaissent un petit nombre de pays en développement depuis une vingtaine d'années, ainsi que sur l'opportunité de distinguer pour eux une catégorie particulière intitulée « pays émergents ». À cela est venue récemment s'ajouter la question connexe des conséquences négatives que pourrait avoir, pour ces pays, la crise qui sévit actuellement dans les économies développées. Quand peut-on dire précisément qu'un pays est émergent ? Quel est le poids réel de ce type de pays dans l'économie mondiale ? Qu'ont-ils d'autre en commun sinon de susciter l'appréhension des pays riches ? En quoi diffèrent-ils, à la fois, des autres pays en développement et des pays industrialisés ? Quelles ont été les réformes engagées dans ces différents pays ? Quelle est la nature et l'ampleur des interactions avec le reste du monde ? Et comment ces pays réagissent-ils à la nouvelle crise ? Ces questions sont d'abord d'ordre théorique, car elles remettent en cause, au moins en partie, les distinctions habituelles de la théorie du développement et obligent à préciser le contour des nouveaux périmètres séparant pays développés, pays en développement, pays émergents, etc. Mais elles sont tout autant d'ordre pratique dans la mesure où l'expérience des pays émergents peut constituer sinon un modèle clé en main, du moins une piste de réflexion pour l'ensemble des autres pays en développement. De la pertinence du concept d'émergence. Selon M. Ali et Herzimer, 1997, le concept d'émergence était utilisé dans la Grèce antique, notamment par Thalès, pour décrire un phénomène que l'on ne peut pas décomposer et où le tout est plus que la somme de ses parties. De fait, cette conception très large convient assez bien à une démarche de sciences sociales, où les processus d'émergence sont multiples et variés. Ils vont en effet de l'analyse sociologique des comportements collectifs à celle des événements économiques, en passant par l'étude des systèmes d'information de type réseau, Internet, intranet, réseaux sociaux. En économie, on fait généralement remonter l'idée d'émergence à John Stuart Mill qui distingue les deux lois organisant la nature, le mode homopathique ou résultant, loi causale, et le mode hétéropathique où émerge qu'on ne peut pas expliquer par des lois causales. L'émergence apparaît ainsi comme un phénomène macroéconomique nouveau, imprévisible, et non anticipé avec des structures et des fonctions nouvelles, mais corrélées à des variables identifiables, une dynamique particulière fondée sur des équilibres partiels, d'ordre microéconomique, mais conduisant à une nouvelle situation d'équilibre global. À cela il convient d'ajouter, bien sûr, pour se rapprocher des conceptions actuelles en économie, la volonté de s'appuyer sur les nouveaux systèmes financiers, productifs, institutionnels ou culturels visant à entraîner les autres structures dans une logique d'amélioration durable du bien-être social. Historiquement, le concept d'émergence est né en 1980, sous l'impulsion des marchés boursiers dans les pays du Sud qui ont longtemps représenté, pour les pays en développement, un modèle à suivre. Pour leurs décideurs, il recouvre une réalité spécifique. Parmi les pays en développement, il s'agit de pays qui pratiquent, d'une manière plus en moins efficace, l'économie de marché et accèdent par conséquent aux financements internationaux tout en s'engageant dans un profond programme de réforme. Celles-ci concernent notamment la libéralisation de leur commerce international, la déréglementation de leurs marchés financiers et de capitaux, la consolidation de la croissance de leur PIB et la réduction de la pauvreté.
Plusieurs études récentes indiquent comment on peut dépasser cet obstacle définitionnel. Il suffit de considérer l'émergence comme un phénomène lié à l'histoire économique d'un pays, et donc à un processus de développement à géométrie variable mais durable, caractérisé par des cycles au cours desquels les performances macroéconomiques sont régulièrement redéfinies. Le qualificatif émerge désigne alors une construction économique transitoire, le produit visible du jeu d'acteurs nationaux et internationaux crédibles, au moins sur une certaine durée. Toutefois, le succès de la notion et la généralisation de son usage, dans la littérature économique et financière dédiée à la globalisation, ont été en raison inverse du degré de précision et de la rigueur des critères et des indicateurs permettant de dresser la liste des pays concernés. L'échelle du phénomène d'émergence reste donc difficile à appréhender sur la base des pays, habituellement désignés sous ce nom. Malgré tout, il existe aujourd'hui une littérature de l'émergence assez vaste et de caractère suffisamment général pour apporter des éléments de réponse à plusieurs questions essentielles dans le processus de croissance des pays en développement. Appartenir à la catégorie émergente, selon une logique purement financière, c'est d'abord bénéficier d'une quantité stable de flux de capitaux permettant à un pays de poursuivre son processus de développement. En raison de ce fort contenu financier, et par une rupture idéologique évidente, la notion de pays émerge est devenue nettement connotée dans la littérature économique des années 1990, en réservant cette dénomination aux seuls pays qui avaient accepté de s'engager dans des processus de libéralisation et qui avaient recours, par conséquent, à un chantier de réforme engageant, d'une part, des facteurs structurels, comme le niveau de vie, la structure de l'économie, le développement financier et d'autre part, des facteurs conjoncturels, comme la vulnérabilité macroéconomique qui affecte la solvabilité du gouvernement et sa capacité à rembourser la dette publique, ou encore celle du pays vis-à-vis de l'extérieur. Les Rodrik 2007 montre dans son ouvrage One Economics, Many Recipes, Globalisation, institutions, and economic growth que les politiques appropriées de croissance dépendent presque toujours du contexte. La raison n'est pas que l'économie fonctionne différemment selon les lieux où l'on se trouve, mais que l'environnement dans lequel opèrent les ménages, les entreprises et les investisseurs est très divers, aussi bien en termes d'opportunités que de contraintes. Transposer directement des politiques économiques, comme des recettes globales toutes prêtes pour faire de l'émergence sans avoir compris le contexte du pays, est sans doute le meilleur moyen de faire des erreurs. Typologie et variété des expériences. Les critères de classement proposés par les organismes comme la CNUSED, la SFI ou le CEPI3 ont toutefois un inconvénient majeur. Ils conduisent à regrouper des pays très différents tant du point de vue de leur rythme de croissance que de leur degré d'ouverture internationale, de la place occupée par le secteur industriel dans leur structure productive, de leur capacité d'innover ou de leur influence dans les arènes internationales. C'est ainsi que ces organismes estiment que les pays qu'ils considèrent comme émergents, 4, bien qu'ils représentent aujourd'hui 37% de la population mondiale, 30% de la production et 19% des exportations, n'étaient reconnus jusqu'à une date récente que par la nature de leurs relations internationales. Cela n'était pas sans conséquence sur leurs décisions majeures en matière de développement, en incitant à privilégier la globalisation au détriment des dynamiques régionales. L'expérience de la Chine ou celle de l'Inde montre bien que la globalisation ne s'est pas nécessairement accompagnée d'une convergence générale dans un processus de production vers un modèle unique. 5. D'un autre côté, l'accent est généralement mis sur la contribution croissante aux échanges mondiaux de la Chine, de l'Inde, de l'Indonésie, du Brésil, du Mexique, du Chili et de l'Afrique du Sud, le flux et la provenance des îles témoignant du degré d'attraction et d'intégration internationale des appareils productifs nationaux. Sur la densification de l'appareil industriel orienté à l'exportation de ces mêmes pays. Ainsi, dans le cas de pays comme le Brésil ou le Mexique 6, leur inclusion dans le groupe des pays émergents tient à la progression spectaculaire de leurs exportations manufacturières du fait de la présence sur leur territoire d'entreprises de type global qui permettent d'internaliser les bénéfices des échanges et de contrôler une part croissante de leur marché à l'échelle mondiale. P. Krugman 1995. Sur le poids relatif de leur économie, de leur marché intérieur et des flux d'investissement directs captés dans leurs sous-régions respectives.
Sur le changement considérable dans la structure de leur balance commerciale, ces pays semblent tourner la page de la domination des exportations de biens primaires, la part des exportations à haute technicité progressant sensiblement dans le total de leurs exportations manufacturières. En bref, les pays émergents se caractérisent par leur plus grande intégration productive et financière et par leurs efforts d'ouverture économique, dans le cadre d'un processus de type évolutionniste menant du sous-développement à l'émergence capitaliste. Aux pays précédents, il convient ainsi d'ajouter quelques pays d'Asie orientale fortement exportateurs, notamment la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour, dont l'insertion dans l'économie monde est plus ancienne et résulte de politiques publiques fortement encadrées, agressives sur les marchés extérieurs et protectrices de leurs marchés internes. Toutefois, des pays comme la Thaïlande, les Philippines ou la Malaisie ont aussi bénéficié, dans une deuxième étape, des délocalisations industrielles japonaises et taïwanaises. On inclut aussi la Russie et les ex-pays socialistes de l'Est européen dans la catégorie des pays émergents, moins d'ailleurs pour l'amélioration de leurs performances industrielles et exportatrices, ou par le dynamisme de leur marché interne que pour leur adhésion formelle au principe de l'économie de marché. Quelques pays intermédiaires, bénéficiaires de délocalisation dans les années 1990, Turquie, Maroc, Tunisie, etc., sont aussi ajoutés à la liste dans la mesure où ils tendent à réorienter leur activité exportatrice vers les pays occidentaux ou vers certains pays pétroliers du Golfe arabo-persique, au titre de leur intégration au niveau des flux financiers mondiaux. Plusieurs autres typologies sont possibles, faisant entrer des pays dans la catégorie des émergents pour d'autres raisons. Dans le monde de la finance par exemple, on attache toujours une grande importance aux risques pays et à leurs conséquences sur l'orientation des investissements. Néanmoins, cette classification n'est pas plus précise que les autres, son inconvénient majeur étant de conduire à des classements retenus qui ne sont pas exempts d'objectifs stratégiques pour les banques et les organismes financiers. La démographie constitue, elle aussi, un critère possible d'émergence. Un pays comme l'Inde, en raison de son poids démographique, a l'intérêt de représenter un grand marché intérieur et de générer ainsi une part non négligeable de la richesse mondiale. Les enjeux et les défis de cette émergence économique. À l'issue de la crise de l'été 1997, les pays émergents ont connu une modification profonde de leurs politiques économiques pour deux raisons. Premièrement, ils ont engagé un grand programme de réforme d'ordre financier, institutionnel et social. Deuxièmement, les structures productives ont fortement évolué du fait de la complexité croissante des imbrications entre les engagements internationaux de ces pays et leurs exigences nationales. La crise de la fin 1997 a attiré l'attention sur une dimension négligée auparavant, celle des problèmes propres aux économies émergentes, leur dépendance financière aujourd'hui étroitement corrélée à leur dépendance énergétique. Toutefois, les difficultés rencontrées ne se résument pas à cette seule dimension économique. Au-delà de leurs points communs, les économies émergentes ont suivi des stratégies économiques de long terme et des politiques de court terme différentes, notamment en matière d'appropriation technologique et de positionnement dans la chaîne de valeur, ce qui explique, au moins en partie, les différences observées dans leur capacité actuelle de réaction aux chocs extérieurs. Si les attentes engendrées par la vague des réformes qui ont accompagné le processus d'émergence de ces espaces ont été souvent exagérées, les expériences réalisées ont eu l'avantage d'améliorer nos connaissances, même si celles-ci restent partielles et mal articulées entre elles. Une autre caractéristique commune à beaucoup d'économies émergentes est que divers indicateurs de développement social et de pauvreté n'ont pas été mécaniquement améliorés par l'essor des activités industrielles. Quoi qu'il en soit, les phénomènes d'émergence ont exercé un attrait sur les pays en développement qui ne saurait se résumer à la simple captation de ressources financières à des fins de mutation économique, sociale et politique. Ils ont créé pour eux une véritable espérance en leur prouvant qu'il était possible d'atteindre un nouveau chemin de croissance plus rapide. Au niveau macroéconomique, les performances atteintes ont sans doute permis de créer des marges de manœuvre, au moins pour les pays émergents qui ont continué à peser sur les marchés occidentaux, et d'engager d'importants efforts de modernisation de la sphère productive, à tel point que leurs structures financières se sont rapprochées considérablement de celles des pays avancés, et cela à plusieurs niveaux,
composition de la dette publique, gamme des marchés financiers, type d'investisseurs, etc. Leur dette en devises ne représente que 16% en moyenne de la dette publique négociable, contre 6% dans les pays de l'OCDE, et la dette à court terme, 11% contre 16% dans les pays de l'OCDE. Grâce à un mouvement d'externalisation de la recherche-développement, R&D, favorisé par les technologies de l'information et de la communication, TIC, une part non négligeable des dépenses de la R&D est actuellement réalisée chez eux. Au regard de ces évolutions, certains pays apparaissent ainsi emblématiques, comme la Corée du Sud ou la Chine. Malgré cela, l'amélioration globale des fondamentaux des pays émergents masque en réalité une forte dispersion pour la plupart des indicateurs de référence, notamment du PIB tête d'habitant, de l'inflation, des paiements courants, des réserves de change, des finances publiques, de la qualité de la gouvernance, de l'appropriation technologique et de la transmission du savoir, etc. La croissance n'a pas résolu tous les problèmes, et il est certain que des indicateurs de développement humain comme la santé ou l'éducation, ou plus généralement des indicateurs sociaux n'ont pas toujours suivi une croissance accélérée. Du moins, ils n'ont pas connu un rythme d'accroissement analogue ou proche, des Roderick, 2007. La théorie du développement des zones émergentes, après s'être affirmée en tant que modèle réussi, et donc comme solution envisageable pour tous, s'est progressivement effilochée et son apport à la théorie du développement s'est relativisé. Aussi l'analyse de ces expériences implique-t-elle de prendre en compte la situation spécifique de chaque zone émergente, voire de chaque pays. Même si les stratégies et les politiques de développement appropriées dépendent toujours du fait que la réussite des différentes réformes est fortement conditionnée par les contraintes et caractéristiques des pays qui y recourent. Le contour de l'ouverture internationale dépend largement d'acteurs comme les firmes multinationales, les banques et autres institutions financières. Les systèmes financiers devenant de plus en plus intégrés et instables, il est nécessaire d'assurer un contrôle plus efficace du risque et une gestion plus transparente de celui-ci. Les économies étant fortement interdépendantes, globalisation, l'étude de leur degré de complémentarité, tant du point de vue des marchés que des institutions, est nécessaire pour bien apprécier les mécanismes à l'œuvre dans le système actuel de l'économie mondiale. Tous les pays émergents ne présentent pas le même degré d'exposition aux aléas affectant l'économie mondiale. En témoignent les différences des spreads de taux d'intérêt entre pays émergents, ainsi que les mouvements de fuite de capitaux étrangers qui affectent nettement plus les pays les plus endettés. Une forte dépendance par rapport aux investissements directs étrangers limiterait même selon certains le processus de remontée de filières et diminuerait considérablement l'impact des politiques nationales pour la promotion de l'innovation. Une approche multicritère pour rendre compte de la diversité des capacités de réponse des économies émergentes aux changements technologiques et aux turbulences de la conjoncture mondiale est d'autant plus indispensable que les caractéristiques prises en compte par les investisseurs pour les pays émergents sont très diverses, qu'il s'agisse de la taille des pays, de la taille des marchés obligataires, de la dépendance énergétique, de l'importance des réserves de change ou plus généralement des performances macroéconomiques et de l'environnement institutionnel. Conclusion. Il est utile de mettre en évidence l'ensemble des facteurs explicatifs qui ont conduit certains pays à passer d'un sentier de croissance à un autre significativement plus favorable, au-delà de l'ampleur même de ce changement. L'émergence ne peut être conceptualisée qu'en tenant compte de deux grandes classes de phénomènes. Les premiers sont intérieurs et ils concernent 4 variables. 1. La croissance économique et les transformations structurelles qui l'accompagnent. 2. Les réformes politiques et institutionnelles, leurs modalités d'application et leurs conséquences. 3. L'implication de tous les acteurs sociaux. 4. L'ancrage culturel et territorial. Les seconds résultent de l'évolution du cadre du jeu global et de la modification des rapports de force. En effet, l'apparition de nouvelles grandes puissances économiques, ainsi que la création de nouveaux espaces sur la base d'alliances régionales renforcées par des interactions commerciales croissantes créent les conditions d'une nouvelle reconfiguration internationale, dont les conséquences socio-économiques pour le fonctionnement antérieur de l'économie monde ne peuvent être ignorées.
Mettre en évidence tous ces facteurs en établissant l'ordre des priorités et les séquences dans l'application et la sélectivité des cibles est bien le défi technique central que posent les pays émergents aux économistes. 1. Une typologie des économies émergentes. Diversité des profils de croissance. Essai de typologie des pays en développement 7. Nathalie Avalon et Françoise Nicolas. Durant les 40 dernières années, un certain nombre de pays en développement PED ont enregistré de bonnes performances économiques et quelques-uns ont émergé dans la sphère internationale à des niveaux de produit intérieur brut, PIB, de parité de pouvoir d'achat, PPA, équivalents à ceux des pays industrialisés. Ce phénomène de rattrapage économique des pays industrialisés par les pays les plus pauvres est pourtant marginal et limité à quelques zones géographiques, voire à quelques pays, comme le montrent les travaux empiriques qui s'intéressent de près à cette question. En effet, les pays d'Asie de l'Est sont pratiquement les seuls à avoir connu une convergence de leur niveau de revenus vers ceux des pays développés. De ce fait, les PED constituent, aujourd'hui, un groupe très hétérogène et un certain nombre d'économies dites émergentes sont fréquemment singularisées. Cette appellation ne correspond cependant à aucune caractérisation précise, ni généralement acceptée. Toutes ces observations suggèrent qu'un examen renouvelé des mécanismes de croissance des PED est toujours nécessaire. L'objectif de cet article est d'établir une typologie des pays en développement qui permette d'appréhender la diversité des situations. Notre démarche consiste notamment à mettre l'accent sur les fondements de la performance pour en évaluer la pérennité. Certes, le développement économique ne se limite pas à la croissance économique. C'est une notion plus large dans le sens où elle englobe les transformations de l'organisation du travail, du niveau d'éducation, de santé, de sécurité. Mais ce développement n'est possible qu'avec une croissance durable neuve. Dans cet article, nous défendons l'hypothèse que la nature des fondements de la croissance est primordiale, dans la mesure où elle conditionne la capacité d'un PED à soutenir un processus de croissance durable. Les travaux qui tentent de classer les PED le font souvent sur la base d'approches financières. Il s'agit en particulier des ratings, ou alors ils se limitent à quelques aspects de la performance, à savoir le niveau de richesse, le capital humain ou l'exportation. Or, de telles classifications sont clairement insuffisantes si l'on veut également se faire une idée de la qualité de la croissance et de la capacité des économies à la rendre pérenne. 10. Nous proposons donc un troisième type de classification en fonction des fondements des dynamiques de croissance, qui vise à mettre en évidence différents profils de croissance. Pour y parvenir, nous proposons de croiser trois types de variables: des paramètres de risque, gestion macroéconomique et de performance, ainsi que des variables structurelles et de politique économique. Notre propos s'organisera en 3 points. Une première partie qui présente les performances et trajectoires d'une cinquantaine de PED, met en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Une deuxième partie permet d'analyser les performances en fonction des fondements de la croissance. La troisième partie consiste en une analyse synthétique qui débouche sur l'identification de profils de croissance. 1. Trajectoire de croissance. Échantillon et mesure de la performance. L'analyse porte sur un échantillon de 46 pays 11, pour la décennie 1990. L'hétérogénéité de l'échantillon, qui comprend des pays de niveau de développement économique assez divers, est destinée à mettre en évidence des caractéristiques contrastées. L'inclusion dans l'échantillon de pays émergents en transition devrait également permettre de faire apparaître d'éventuelles spécificités dans les modalités de leur croissance par rapport aux autres économies émergentes. Comment caractériser les performances des pays de notre échantillon ? Au regard de la littérature économique sur la croissance, l'objectif est d'examiner comment se positionnent les pays les uns par rapport aux autres, et par rapport aux pays de l'OCDE, c'est-à-dire de voir quels sont les pays qui ont amélioré leur situation par rapport aux pays les plus développés, hypothèse de convergence absolue, et quels sont ceux qui l'ont amélioré par rapport à l'ensemble des pays en développement ou PED, hypothèse de convergence. Nous avons donc, dans un premier temps, exprimé le PIB par tête de PPA, dollar international courant, de chaque pays relativement à la moyenne des pays de l'OCDE.
Puis, nous avons comparé cet écart avec la moyenne des PED. Si l'écart des niveaux de richesse du pays considéré et des pays de l'OCDE était supérieur à 23,6%, la moyenne des PED de l'échantillon en 1975, ce pays a été considéré comme relativement riche et inversement. Ensuite, nous avons examiné à différentes dates comment évoluait l'écart initial de richesse par rapport aux pays de l'OCDE, annexe 1. Pour caractériser les différentes trajectoires de croissance, 4 variables ont été retenues. Première variable, le point de départ du pays en termes de richesse, P75 MOI. Est-il riche, pauvre, relativement à la moyenne des pays de l'OCDE? D'après les enseignements du modèle néoclassique, plus un pays est pauvre, plus son taux de croissance et donc sa capacité à converger vers les pays développés devrait être important. Deuxième variable, la trajectoire de croissance antérieure à la période étudiée, P75 90e. Il s'agit de tenir compte de la dynamique dans laquelle le pays s'inscrivait au moment où nous commençons à observer les variables structurelles. En d'autres termes, cette variable tend à indiquer si le pays a amélioré ou non sa situation entre 1975 et 1990. Ces deux premiers critères sont évidemment importants pour nous permettre d'évaluer le poids de l'histoire, ou encore l'inertie de la croissance. La théorie de la croissance endogène, en particulier, met l'accent sur les stocks de capital humain ou de connaissances pour croître. Or, suivant qu'un pays est riche ou pauvre au départ, les marges de manœuvre dont il dispose ne sont pas les mêmes. La dynamique de croissance récente peut résulter de la détention d'atouts relativement anciens, et ou s'inscrire dans le prolongement d'une dynamique antérieure. Troisième et quatrième variable, la performance sur la décennie 1990 à 1999, P99-90e. Il s'agit de voir si le pays est parvenu à améliorer sa situation relativement aux pays de l'OCDE, et une variable de rattrapage sur l'ensemble de la période 1975 à 1999, P75-99e. Sur la base d'une analyse des correspondances multiples, ACM, nous avons obtenu 4 groupes de pays 12. Le groupe numéro 1 est constitué de pays relativement riches au départ, ou à revenus intermédiaires et qui n'ont connu ni rattrapage ni dynamisme, mis à part un petit sous-groupe de pays ayant enregistré de bonnes performances entre 1990 à 1999, Argentine, Pérou, Salvador, Costa Rica et Uruguay. Ce groupe est composé essentiellement de pays latino-américains et de pays de l'Europe de l'Est. Le groupe numéro 2 est composé de pays relativement riches au départ et qui renforcent leurs performances, Singapour et la Corée. Le groupe numéro 3 comporte des pays relativement pauvres et qui n'ont pas du tout amélioré leur situation sur toute la période. Il s'agit pour l'essentiel de pays africains. Enfin, le groupe numéro 4 rassemble des pays relativement pauvres initialement et qui ont amélioré leur situation, soit sur l'ensemble de la période, soit uniquement en fin de période. Ce groupe réunit les nouveaux pays industrialisés asiatiques, mais aussi le Chili, l'île Maurice, le Sri Lanka ou encore l'Inde. La différence entre les deux groupes de pays convergents, groupes numéro 2 et 4, s'explique par le fait que la Corée et Singapour étaient déjà relativement riches en 1975, point de départ de notre analyse, tandis que les autres pays étaient pauvres, c'est-à-dire qu'ils avaient un PIB inférieur à la moyenne des pays de l'échantillon. Au sein des pays divergents, nous remarquons 2 sous-groupes. Cette distinction s'explique par les relativement bonnes performances enregistrées par l'Argentine, le Pérou, le Salvador, le Costa Rica et Uruguay durant les années 1990. Cependant, ils n'améliorent pas leur situation entre 1975 et 1999. Quelques pays ont des spécificités. Ainsi, la République dominicaine et la Tunisie étaient des pays relativement pauvres et peu dynamiques, jusqu'en 1990. Ayant connu de bonnes performances, entre 1990 et 1999, ils ont enregistré une amélioration globale de leur situation entre 1975 et 1999. Le Paraguay et la Jordanie, relativement pauvres au début de la période, ont connu une dynamique positive jusqu'en 1990, mais cela n'a pas été suffisant pour leur permettre d'améliorer globalement leur situation ni de maintenir le cap. Enfin,
le Ghana n'a enregistré une amélioration de sa situation que dans la dernière décennie. Nos résultats sont assez concordants avec ceux d'autres études. Si nous prenons comme point de comparaison les travaux du Centre d'études prospectives d'information internationale, CEPI, 1998, sur 42 pays communs, seuls 5 diagnostics diffèrent. Il s'agit d'une part de pays convergents selon le CEPI ou non convergents selon nos estimations, Brésil, Équateur, Turquie, d'autre part de pays non convergents selon le CEPI ou convergents dans la présente étude, Chili 13. Graphique numéro 1. Regroupement des PED en fonction de leur performance. Source, calcul des auteurs à partir des données de la Banque mondiale. Caractérisation des différentes trajectoires de croissance. À partir des groupes identifiés plus haut, nous avons cherché à caractériser les trajectoires de croissance enregistrées par chaque groupe, en fonction de l'évolution de l'écart de richesse du groupe par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE. Sur le graphique numéro 2, nous voyons que les pays qui ont le plus convergé sont ceux qui, en 1975, avaient déjà atteint un niveau de revenu intermédiaire, soit environ 30% de la moyenne des pays de l'OCDE. Au contraire, les pays qui ont le plus divergé étaient des pays relativement riches au départ, et dont la situation s'est détériorée par rapport aux pays de l'OCDE. Les pays qui ont connu une convergence moyenne sont des pays relativement pauvres au départ. Enfin, les pays les moins avancés, PMA, sont caractérisés par de faibles niveaux de richesse initiaux et l'absence de rattrapage. Les pays qui ont convergé sont généralement qualifiés de nouveaux pays industrialisés, NPI. Ainsi, nous voyons qu'une même situation initiale, en termes de richesse, peut aboutir à des performances très différentes, certains des NPI et les PMA, tandis qu'une situation relativement favorable au départ ne constitue pas une garantie de performance à l'avenir. Bien au contraire, certains pays, initialement dans une telle situation, peuvent enregistrer des contre-performances, pays divergents. Les précédents en matière de typologie. Face à la diversité de situations des pays en développement et à l'apparition des économies dites émergentes, il paraît nécessaire de chercher à mieux caractériser ces économies et à identifier les éléments qui les distinguent des autres économies en développement. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de tentatives de typologie ont été faites par différents auteurs, C. Bradford, 1993, J. Sachs, 2000, Dejancy, 2001. Elles demeurent toutefois généralement préliminaires et mettent principalement l'accent sur la dimension exportatrice du pays étudié. Graphique numéro 2. Trajectoire de croissance, des PED, 1975 à 1999. Source, calcul des auteurs à partir des données de la Banque mondiale. Colin Bradford, 1993, rapporte les résultats d'un exercice de regroupement d'un échantillon d'une vingtaine d'économies en développement en cluster, sur la base de variables censées caractériser des économies émergentes sexantes. Sont retenus comme variables les taux de croissance du PIB, de la production manufacturière, de la valeur ajoutée manufacturière et des exportations manufacturières, sur la période 1965 à 1980. À partir de ces données, les auteurs mettent en évidence l'existence de 4 groupes. Les 2 premiers sont exclusivement constitués d'économies d'Asie de l'Est, celles qui enregistrent les meilleures performances, et les 2 autres regroupent des économies africaines ou latino-américaines. Bien qu'intéressante, cette approche présente une limite importante dans la mesure où elle privilégie les résultats, en termes de croissance notamment, et ne retient que la spécialisation manufacturière à l'exportation comme source possible de la croissance. Or, s'il est intéressant de dresser une typologie des pays en fonction de leur performance de croissance, encore faut-il pouvoir déterminer si cette croissance repose sur des schémas communs expliquant ces différents sentiers de croissance. Jeffrey Sachs 2000 établit pour sa part une classification des économies selon leur type de développement. Contrairement aux auteurs précédents, il examine l'ensemble des économies du monde et pas seulement les économies émergentes ou en développement. Il retient 5 types possibles: croissance endogène, rattrapage, croissance fondée sur les ressources naturelles, déclin malthusien, isolement économique. L'appartenance à chacun de ces groupes dépend de la satisfaction de critères simples. Ainsi, pour appartenir à la première catégorie,
les économies doivent compter au moins 10 dépôts de brevets aux États-Unis par million d'habitants. Dans les économies du deuxième groupe, les exportations de produits manufacturés des catégories CTCI 14 numéro 7 et numéro 8 doivent atteindre 5% du PIB. Une économie appartient à la troisième catégorie si la part de ses exportations de produits de base est au moins égale à 10% de son PIB. Un pays appartient à la quatrième catégorie si son taux de fertilité est égal ou supérieur à 4. Enfin, une économie est considérée comme économiquement isolée si elle est géographiquement enclavée et n'appartient à aucune des 4 autres catégories. Bien que cette approche s'attache précisément à mettre en évidence la diversité des dynamiques possibles de croissance, elle est extrêmement réductrice puisqu'elle ne retient qu'un nombre limité de variables, outre le fait qu'elle part d'hypothèses a priori sur les fondements de la croissance. Pour Didier Jancy 2001, à côté des économies développées, principalement des pays anciennement industrialisés, les PED peuvent être classées en 3 catégories. Les économies en rattrapage rapide, un groupe disparate de pays à revenus intermédiaires voire élevés, et les pays les moins avancés. L'un des intérêts de cette classification est de souligner la possible disparité des niveaux de revenus au sein des différentes catégories, et donc, de mettre l'accent sur le potentiel de croissance plutôt que sur les résultats déjà obtenus. Toutefois, il s'agit d'une tentative préliminaire qui mériterait d'être approfondie. Une approche en termes de profil de croissance. Notre approche se distingue des tentatives précédentes sur plusieurs points. Tout d'abord, l'objectif est de parvenir à des regroupements de pays sur la base des fondements de leur croissance. Pour ce faire, il sera explicitement fait référence aux enseignements de la littérature sur la croissance, figure 1. Ce qui impose de prendre en compte un grand nombre de facteurs, c'est-à-dire à la fois des variables de stock, capital physique et capital humain en particulier, des facteurs catalyseurs de croissance 15, ouverture commerciale, financière, état du système financier, etc., et des facteurs environnementaux, variables macroéconomiques, variables institutionnelles, structure et diversification de la production, etc. La littérature récente sur la croissance économique, notamment relative au PED, a mis en évidence, d'une part, la diversité des stratégies permettant d'amorcer une dynamique de croissance, J. Sachs 2000, et d'autre part, la difficulté que les économies en développement ont à maintenir une dynamique de croissance sur la durée, L. Pritchett 2000, D. Roderick 2003. Les facteurs qui permettent d'amorcer une dynamique de croissance diffèrent apparemment de ceux qui permettent de l'entretenir à plus long terme. Dans ces conditions, les fondements de la croissance apparaissent primordiaux. L'étude se démarque des ratings des agences de notation, dans la mesure où l'accent y est mis, non seulement sur le potentiel de croissance plutôt que sur les risques, mais aussi sur des caractéristiques de nature structurelle. Par ailleurs, l'analyse ne se fonde sur aucun a priori quant au classement des différents groupes. Enfin, l'objectif n'est pas de chercher à synthétiser les informations relatives à une économie en une seule variable, ce qui est généralement le cas tant dans les ratings que dans les classements fondés, par exemple, sur la compétitivité 17. De fait, la présente étude adopte une approche résolument différente de celle suivie dans les régressions de croissance, dans la mesure où il s'agit plutôt d'identifier les combinaisons de variables qui s'associent à de bonnes performances, que d'établir des liens entre certaines politiques et certaines performances économiques. Il existe, à n'en pas douter, des voies différentes vers la croissance et le développement. Les études empiriques ne parviennent pas à isoler les facteurs expliquant ces divergences de performance, car la logique qui les sous-tend est fondée sur la recherche d'un modèle unique. Les effets de seuil et les complémentarités ne sont typiquement pas pris en compte dans les régressions de croissance, R.A. Bosch et H. Wolf, 1998. Certes, il est possible de pallier cette faiblesse de l'approche sous forme de régression en introduisant des variables muettes ou des termes interactifs combinant plusieurs variables, mais cette pratique nécessite de faire diverses hypothèses ex-ante, ce qui n'est pas toujours aisé ni techniquement réalisable, compte tenu du nombre limité des degrés de liberté 18. Du point de vue méthodologique, cette étude s'appuie sur une analyse des correspondances multiples, ACM, qui permet de faire droit à la multidimensionnalité du processus de croissance. Elle porte sur un échantillon de 46 économies en développement et en transition,
pour la période 1990 à 1999. Figure numéro 1. La croissance à travers les théories de la croissance endogène et les travaux empiriques. La prochaine étape de l'analyse consiste à tenter de voir à quelles variables chacune des trajectoires identifiées ci-dessus peuvent être associées. L'objectif est de détecter les facteurs qui sous-tendent les performances observées sur la période 1990 à 1999, en tenant également compte des performances antérieures. 2. Performance et fondement de la croissance. Variables et méthodologie. Plutôt que de procéder par classification a priori ou de ne retenir qu'un nombre, et un type limité de variables, nous avons choisi de traiter un grand nombre de variables, de nature à la fois structurelle et macroéconomique. En nous appuyant sur la littérature théorique et empirique, nous avons sélectionné un ensemble de variables, annexe 2, qui ont été regroupées en 3 blocs. Les variables d'accumulation, au sens classique et néoclassique, les variables de croissance endogène, les variables environnementales, économiques et sociopolitiques. La typologie s'appuie sur une analyse des correspondances multiples, ACM. Au préalable, chacune des variables a donc été codée en 2 modalités. Les variables quantitatives ont été codées 0 sur 1, en général de part et d'autre de la médiane calculée pour l'échantillon retenu. Dans certains cas toutefois, la norme de codage choisie a pu être imposée sur la base de considérations ad hoc. La variable relative à la structure des exportations a été codée en 3 modalités. Exportation manufacturière, exportation de produits de base, exportation de pétrole. De ce point de vue, le fait de coder les variables en 2 ou 3 modalités conduit à une perte d'information puisque les différences de niveau entre pays sont complètement gommées. Cependant, cette technique permet de régler le problème des différences d'échelle entre les variables et leurs poids respectifs dans la construction des axes. Performance et variables d'accumulation. Pour les économistes classiques, la croissance trouve son origine dans l'accumulation des facteurs capital et travail. Un premier exercice a consisté à classer les pays en retenant les seules variables d'accumulation, FB09 et TCP09, en plus des variables de performance, P99-90 et de dynamique, P90-75, afin de prendre en compte l'éventuel poids de l'histoire et les effets de rémanence de certaines variables. Dans la mesure où les pays qui ont du capital humain sont des pays dans lesquels le taux de croissance de la population est relativement faible, nous avons introduit ici la variable capital humain. Nous avons obtenu 2 principaux résultats. Premièrement, l'accumulation de capital reste fortement associée aux bonnes performances sur la période 1990 à 1999. Les performances de croissance s'appuient donc, essentiellement, sur une dynamique d'investissement. Toutefois, l'accumulation n'est ni absolument nécessaire car de bons résultats sont possibles en son absence, ni suffisante, puisque certains pays enregistrent de mauvaises performances, même s'ils ont une bonne capacité d'accumulation. Le deuxième enseignement est que la détention de capital humain est étroitement associée à une faible croissance du facteur travail, mais qu'elle ne paraît pas nécessairement associée à de bonnes performances. En effet, certaines économies en enregistrent bien qu'elles ne possèdent pas de capital humain en abondance, Malaisie en particulier. En revanche, la présence simultanée de capital humain et de capital physique semble constituer une garantie de performance, mais ces dernières peuvent également résulter de l'un ou l'autre de ces facteurs. 3 pays détiennent pourtant à la fois ces 2 types de ressources sans connaître de bonnes performances. Ce sont les Philippines, la Hongrie et la Jamaïque. Par ailleurs, en bas à gauche du graphique numéro 3, on trouve ceux que l'on peut qualifier, en suivant GISAX 2000, de pays en déclin malthusien, confère Infra. Il s'agit essentiellement de pays africains. Les variables commerciales. Plusieurs canaux ont été identifiés dans la littérature concernant l'impact du commerce international sur la croissance. Le premier de ces canaux peut être représenté par une simple variable d'ouverture au commerce. La revue de littérature a toutefois montré que cette variable est très controversée, et qu'il est sans doute indispensable de tenir compte, d'une part, du degré de diversification des exportations et d'autre part de la nature des échanges. En effet, ce dernier facteur semble primordial pour expliquer les retombées positives en termes de croissance
qu'un pays peut attendre de l'ouverture commerciale. 3 variables ont donc été étudiées ici. Il s'agit de OUVCOM, l'ouverture commerciale, DIVERSIF, la diversification en termes de secteur des exportations, EXP3, la nature des exportations, 0 pour les biens manufacturés, 1 pour les produits pétroliers et 2 pour les produits de base, annexe 2. Le graphique numéro 4 met en évidence une association claire entre la nature du commerce et les performances. Ainsi, les pays qui exportent des produits de base et dans une moindre mesure ceux qui exportent du pétrole, ne connaissent généralement pas de bonnes performances, à de rares exceptions près, Chili, Ghana, Égypte, Indonésie. Concernant ces 2 derniers pays, notons qu'en 1999, l'Égypte exportait 37% de pétrole et 37% de produits manufacturés, surtout du textile et des produits dérivés du pétrole. En d'autres termes, l'Égypte peut être considérée comme un cas limite dans la mesure où elle exporte, à part égale, autant de pétrole que de produits manufacturés. En ce qui concerne l'Indonésie, nous remarquerons que la structure d'exportation s'est inversée entre le début des années 1990 et la fin de cette décennie. En effet, en 1990, l'Indonésie exportait 44% de pétrole contre 35% de biens manufacturés. En 1999, le rapport s'était inversé en faveur des produits manufacturiers avec respectivement 23% et 54%. Graphique numéro 3. Variable d'accumulation. Source: calcul des auteurs à partir de la base de données décrite en annexe. Les pays enregistrant de bonnes performances peuvent être regroupés en 2 grandes catégories. Premièrement, les pays exportateurs de produits manufacturés relativement diversifiés et peu ouverts, confèrent le cadran nord-est du graphique numéro 4, avec 2 exceptions, le Costa Rica et la République dominicaine qui, eux, sont ouverts. Deuxièmement, les pays exportateurs de produits manufacturés et ouverts confèrent le cadran sud-est du graphique numéro 4. 2 sous-groupes apparaissent en fonction du degré de diversification. Il en ressort que c'est le type de spécialisation qui est crucial, et dans une moindre mesure, la diversification plutôt que le dynamisme commercial. La croissance peut s'appuyer ou non sur l'ouverture commerciale. L'effet taille a probablement un rôle à jouer à cet égard, puisque certains grands pays, Chine et Inde en particulier, parviennent à enregistrer de bonnes performances en l'absence d'ouverture. Dans la suite de l'analyse, la variable relative à la nature du commerce ne sera plus codée qu'en 2 modalités, selon que le pays est ou non exportateur de produits manufacturés, variable PROFIND. Les variables financières. La littérature économique nous a également permis de mettre en évidence le rôle joué par les variables financières dans la dynamique de croissance. D'une part, le développement ou la profondeur du système financier est censé contribuer, non seulement à la mobilisation des ressources à des fins d'investissement, mais aussi à la bonne allocation de ces ressources. D'autre part, l'ouverture financière est supposée contribuer à la mise en place d'une dynamique de croissance à travers des effets stimulants qui peuvent s'ajouter aux effets directs sur le niveau des investissements. En outre, le secteur financier peut aussi jouer un rôle dans la relation entre mouvement de capitaux et croissance. Graphique numéro 4. Analyse synthétique sur les variables commerciales. Source: calcul des auteurs à partir de la base de données décrite en annexe. La première étape de l'analyse du rôle du secteur financier a consisté à intégrer une variable reflétant l'ouverture financière. La variable KFLOW mesure les entrées de capitaux étrangers au sens large, investissements directs étrangers, ID, flux de portefeuille, etc. Le premier résultat auquel nous aboutissons est l'absence de lien entre la présence de flux de capitaux étrangers et les bonnes performances durant la dernière décennie. À l'inverse, les mauvaises performances et l'absence de dynamique s'associent à l'ouverture financière. Nous avons alors examiné les ID, variables FDI-PIB. Les résultats obtenus diffèrent sensiblement de ceux obtenus avec la variable d'ouverture financière, dans la mesure où l'ouverture aux ID n'apparaît associée ni aux performances ni à la dynamique. En d'autres termes, il existe des configurations de croissance diamétralement opposées qui s'appuient pour certaines d'entre elles sur une forte ouverture aux ID et pour d'autres sur une relative fermeture. L'ouverture aux ID ne semble donc pas systématiquement favoriser la croissance.
Un enseignement important de la récente littérature, théorique et empirique, tient au rôle crucial que joue le développement du secteur financier dans la capacité de l'ouverture financière à déclencher une dynamique de croissance. Aussi avons-nous intégré une variable de profondeur financière, en plus de celle de l'ouverture financière, graphe 5. Alors que la profondeur financière apparaît associée à la dynamique et aux performances, l'ouverture aux ID apparaît associée positivement aux performances, axe 2. Il semble que l'ouverture aux IDN soit porteuse de croissance qu'en présence d'un secteur financier développé. Dès lors, il apparaît que les bonnes performances résultent essentiellement de deux configurations. La première correspond aux pays ouverts aux ID et dotés d'un secteur financier suffisamment profond: Chili, Chine, Malaisie, Thaïlande, Singapour, Tunisie. La deuxième rassemble les pays simplement dotés d'un secteur financier profond mais relativement fermé aux ID: Égypte, Salvador, Inde, Indonésie, Corée, îles Maurice, Pakistan et Uruguay. Une troisième configuration, exceptionnelle, regroupe 4 pays caractérisés par l'ouverture aux ID, mais aussi par l'absence d'un certain niveau de profondeur financière: Argentine, Costa Rica, République dominicaine, Pérou. Les caractéristiques de ce dernier groupe sont assez opposées à ce qui est avancé dans la littérature, ce qui pose la question de la soutenabilité des performances enregistrées par ce groupe de pays. Les facteurs environnementaux. Environnement macroéconomique. La prise en compte des facteurs macroéconomiques passe par l'insertion d'une variable composite d'équilibre interne, qui combine le taux d'épargne, le taux d'inflation et le solde budgétaire, et d'une variable composite d'équilibre externe, qui combine le ratio du service de la dette et des recettes d'exportation, la charge de la dette et le solde corrigé du compte courant. Sur le graphique numéro 6, il apparaît que le respect des équilibres internes, EQINT3, et externes, EQEXT, est associé à la dynamique et à de bonnes performances, axe numéro 1. L'équilibre externe est cependant plus étroitement lié aux performances. L'axe numéro 2 associe également les déséquilibres macroéconomiques et les bonnes performances économiques, ce qui est plus surprenant. L'analyse met en évidence certaines configurations relativement inattendues, qui méritent d'être examinées plus en détail. Tout d'abord, il ressort du même graphique numéro 6 que le respect simultané des équilibres internes et externes n'est pas une condition sine qua non de la réussite économique. En d'autres termes, dans certains cas certes rares, Argentine, Pérou, Uruguay, Ghana, de bonnes performances peuvent apparaître en l'absence de l'un des équilibres macroéconomiques, voire des deux. En outre, nous remarquons que la combinaison du respect des équilibres internes et externes peut être associée à des contre-performances, Gabon, Nigeria, Venezuela, etc. Graphique numéro 5. Performance et variables financières. Source: calcul des auteurs à partir de la base de données décrite en annexe. Graphique numéro 6. Performance et équilibre macroéconomique. Source: calcul des auteurs à partir de la base de données décrite en annexe. En somme, diverses configurations émergent de l'analyse. Nous trouvons en premier lieu des pays dont la croissance est fondée sur un pilotage macroéconomique rigoureux, 9 pays dans le quadrant sud-ouest du graphique 6. En deuxième lieu, des pays dont la croissance est associée au maintien de l'équilibre externe mais qui enregistrent un déséquilibre interne, 5 pays dans le quadrant nord-ouest du graphique 6, enfin et en troisième lieu, des pays dont la croissance s'accompagne des apostrophes. Un double déséquilibre, 5 pays dans le quadrant nord-est du graphique 6. Ces cas limités constituent un modèle d'exception, dans la mesure où l'association qui émerge est opposée aux enseignements de la théorie économique. À l'opposé de ces pays, le groupe des économies qui enregistrent de mauvaises performances, en dépit de bons résultats macroéconomiques, est également très restreint: Gabon, Nigeria, Venezuela, Jamaïque et Philippines. Il est intéressant de noter que 3 de ces pays sont des pays exportateurs de pétrole, ce qui explique sans doute pourquoi les bons résultats macroéconomiques ne sont pas à l'origine d'une dynamique de croissance. Ces configurations ne reflètent sans doute pas des conditions de croissance également favorables. Les cas de croissance associés à des déséquilibres macroéconomiques peuvent être porteurs d'une dégradation ultérieure. Dans la mesure où les équilibres internes et externes apparaissent associés de façon quasi systématique, nous les avons regroupés, pour la suite de l'analyse, dans une seule variable macro,
qui prend la valeur 1 lorsque les deux équilibres sont respectés, et la valeur 0, dans le cas où au moins un déséquilibre n'est pas observé. Facteurs sociopolitiques. Liberté économique, liberté politique et redistribution des revenus. Liberté économique. La première des variables de nature sociopolitique utilisée est un indicateur composite, ECOF 09, qui reflète la liberté économique. Cet indicateur résulte d'une analyse en composantes principales, ACP, effectuée sur la base de 21 variables regroupées en 7 axes et illustrant le poids de l'État, la structure de l'économie, la stabilité des prix, la liberté d'utilisation de devises, la structure juridique, la liberté commerciale et la liberté des capitaux. La présence de liberté économique apparaît associée à la dynamique positive, modalité positive de l'axe numéro 1 du graphique numéro 7. Dès lors, parmi les pays qui enregistrent de bonnes performances, ceux qui disposent de liberté économique ont tendance à être plus nombreux que ceux qui n'en disposent pas. Pour autant, ceci ne signifie pas que la liberté économique soit nécessairement associée à de bonnes performances. Nous voyons que bon nombre de pays figurent dans le cadran sud-ouest du même graphique, Afrique du Sud, Bolivie, Mexique, etc. À nouveau, l'absence de liberté économique semble constituer une entrave aux performances économiques, mais l'inverse ne constitue pas une garantie pour autant. Un petit groupe de pays dépourvus de liberté économique enregistre, néanmoins, de bonnes performances, confère le cadran nord-est du graphique. Ce sont la Chine, le Sri Lanka, l'Égypte, le Pakistan et l'Inde. Ici encore, la présence de grands pays au sein de ce groupe peut laisser penser, comme nous l'avons vu pour l'ouverture commerciale, que de telles économies peuvent s'appuyer sur une dynamique particulière. Liberté politique. L'intégration dans l'analyse de l'indice de GASTIL, un indicateur composite reflétant l'existence de droits politiques et de libertés civiles 23, fait apparaître une répartition parfaitement symétrique des pays de l'échantillon dans un espace défini, d'une part, par les performances et la dynamique, axe numéro 1 du graphique numéro 8, et d'autre part par l'indicateur GASTIL lui-même, axe numéro 2 du même graphique. Or cet indicateur n'est associé ni aux performances ni à la dynamique. L'association entre bonne performance et liberté politique est à peu près aussi fréquente que l'association entre mauvaise performance et liberté politique. La liberté ne paraît donc pas constituer un déterminant de la réussite économique. Graphique numéro 7. Performance et liberté économique. Source: calcul des auteurs à partir de la base de données décrite en annexe. Graphique numéro 8. Performance et liberté politique. Source: calcul des auteurs à partir de la base de données décrite en annexe. Redistribution des revenus. Dernière variable de nature sociopolitique intégrée dans l'analyse, l'indice de Gini 24 reflète l'absence ou la présence d'une répartition égalitaire dans la distribution des revenus. Dans le graphique numéro 9, les bonnes performances et la dynamique de croissance positive sont associées à l'égalité dans la distribution des revenus, axe numéro 1. Toutefois, les bonnes performances apparaissent également associées à l'inégalité dans la distribution des revenus, axe numéro 2. Aussi les configurations qui émergent sont-elles assez intéressantes. L'essentiel des pays se situe le long de l'axe horizontal et correspondent en conséquence à deux configurations diamétralement opposées. D'une part, les pays relativement égalitaires enregistrant de bonnes performances, modalité positive de l'axe numéro 1 du graphique numéro 9. D'autre part, les pays relativement inégalitaires enregistrant de mauvaises performances. Le premier de ces groupes est essentiellement composé d'économies asiatiques, auxquelles se joignent l'Égypte et l'île Maurice. À l'opposé, nous trouvons les pays africains et latino-américains. Deux autres groupes de pays méritent d'être au moins mentionnés. Les pays situés en haut du graphique numéro 9, sur l'axe vertical. Il s'agit de pays inégalitaires qui ont connu de bonnes performances. Ce sont essentiellement des pays latino-américains, auxquels il faut ajouter la Malaisie. En revanche, les pays situés en bas sur le même axe sont relativement égalitaires et ont malgré tout enregistré de mauvaises performances. Ce groupe comprend des pays africains, ainsi que les deux économies en transition de l'échantillon, et enfin le Maroc et la Turquie. 3.
Analyse synthétique, les profils de croissance. Les analyses partielles que nous venons de présenter montrent que les bonnes performances sont associées, de manière extrêmement diverse et parfois relativement inattendue, aux différents facteurs retenus dans la littérature comme pouvant exercer une influence sur la croissance économique. L'étape suivante de l'analyse a consisté à agréger l'ensemble de ces informations pour établir d'éventuels profils de croissance. Le graphique numéro 10 rend compte des résultats de cette analyse agrégée. Les associations de variables qui contribuent à la constitution de l'axe numéro 1 mettent en évidence le rôle clé des variables de structure du commerce, PROFIND, d'équilibre macroéconomique, macro, et d'accumulation de capital, FB. Les pays qui enregistrent de bonnes performances, sur la période 1990 à 1999, sont globalement situés sur la droite de ce graphique. Cette analyse synthétique permet de regrouper les pays à bonne performance en 3 grands groupes, qui correspondent à 3 profils de croissance. Le premier profil rassemble la Corée du Sud, Singapour, la Thaïlande, la Jamaïque, le Chili, les Philippines, la République dominicaine, la Malaisie, l'île Maurice et la Tunisie. Il se caractérise par un petit nombre de variables clés communes, l'équilibre macroéconomique, la capacité d'accumulation, l'égalité dans la distribution du revenu, l'ouverture commerciale. Au-delà de ces caractéristiques principales, ils ont un certain nombre de traits en commun, mais dans chaque cas, un pays peut faire exception. À partir d'une configuration de base identique, ces pays présentent donc certaines spécificités marginales. Ceci accrédite la thèse développée par Danny Rodrik, 2003, sur l'existence de marge de manœuvre pour les PED dans la définition de leur stratégie de croissance. La grande majorité des pays ayant ce profil sont également caractérisés par la profondeur financière, à l'exception de la République dominicaine, la spécialisation manufacturière à l'exportation, à l'exception du Chili, le capital humain, à l'exception de la Malaisie et de l'île Maurice, la liberté économique, à l'exception de la Tunisie. Les seuls pays à partager l'ensemble de ces caractéristiques sont la Corée du Sud, Singapour et la Thaïlande. Graphique numéro 9. Performance et équité. Source: calcul des auteurs à partir de la base de données décrite en annexe. Graphique numéro 10. Analyse synthétique. Source: calcul des auteurs à partir de la base de données décrite en annexe. Ces variations suggèrent que les modalités de la croissance peuvent être ajustées en fonction des caractéristiques propres des économies. Il existerait donc diverses voies, au-delà d'un tronc commun d'options de politique économique. En particulier, la faiblesse des ressources en capital humain peut ne pas entraver les performances si d'autres conditions sont réunies. Dans ce cas, il est clair que l'économie en question ne présente pas une dynamique de croissance tout à fait comparable à celle de pays qui disposent en plus de cet atout. De la même manière, la spécialisation à l'exportation, en dehors du secteur manufacturier, ne constitue pas nécessairement un handicap mais exige la présence d'une combinaison d'autres caractéristiques. Le profil de croissance de ce premier groupe de pays correspond assez bien aux prescriptions du consensus de Washington, 25. Les performances semblent s'appuyer sur un ensemble relativement solide de caractéristiques. De plus, ce profil correspond à des pays qui étaient en majorité relativement pauvres en 1975, ce que révèle la projection de la variable richesse initiale en variable passive. Enfin, ces économies ont tendance à avoir connu une dynamique antérieure positive, ce qui suggère qu'ils s'inscrivent dans une dynamique de croissance durable. Si nous rapprochons le graphique numéro 10 des graphiques numéro 1 et numéro 2, nous remarquons que l'essentiel des pays précités appartenaient au groupe de pays convergents fortement ou moyennement. La Chine constitue un cas limite dans la mesure où elle dispose de la quasi-totalité des caractéristiques du premier profil, à l'exception de l'ouverture commerciale et de la liberté économique. La grande taille du pays expliquant qu'il soit moins ouvert, nous pouvons considérer qu'il appartient également à ce groupe. Ce n'est pas le cas de la Hongrie. Elle partage, comme la Chine, une grande partie des caractéristiques du groupe, mais elle ne possède pas l'une des caractéristiques de base, à savoir l'équilibre macroéconomique, en raison de problèmes combinés d'équilibre externe et interne. Un deuxième profil apparaît dans le bas du graphique numéro 10. Il rassemble l'Argentine, le Costa Rica, l'Uruguay et le Salvador.
Ce groupe se démarque du premier dans la mesure où les variables constituant le cœur de la dynamique de croissance diffèrent de celles identifiées précédemment. Ces économies ont en commun les caractéristiques suivantes: inégalité dans la distribution des revenus, déséquilibre macroéconomique, absence d'accumulation, liberté économique, spécialisation manufacturière à l'exportation, liberté politique. De plus, ils partagent un certain nombre d'autres caractéristiques, à savoir un niveau élevé de capital humain, à l'exception du Salvador, une absence d'ouverture commerciale, à l'exception du Costa Rica. En 1975, ces pays étaient dans l'ensemble relativement riches, ce que montre la projection de la variable de richesse en tant que variable passive. Leur profil de croissance correspond à une dynamique fondée sur une industrialisation relativement ancienne. Cela se traduit par une spécialisation manufacturière à l'exportation et un niveau de capital humain relativement élevé. Toutefois, on peut supposer que cette croissance est le résultat d'effets inertiels et qu'elle présente une certaine fragilité, compte tenu des problèmes macroéconomiques qui l'accompagnent et de la faiblesse de la capacité d'accumulation. Cette impression est renforcée par l'observation des graphiques numéro 1 et numéro 2, puisque les pays ayant ce deuxième profil ont fortement divergé depuis 1975. Le Pérou constitue un cas limite car il est proche de ce profil, mais s'en démarque à plusieurs égards. S'il dispose d'une capacité d'accumulation élevée, il n'est cependant pas exportateur de produits manufacturés. Un troisième profil s'oppose au premier sur certaines caractéristiques du cœur de la dynamique de croissance, équilibre macroéconomique et ouverture commerciale. Il se démarque également du deuxième profil, pour ce qui concerne les variables qui déterminent l'axe numéro 2, tout en partageant certaines caractéristiques, celles associées à l'axe numéro 1. Il apparaît en haut du graphique numéro 10 avec l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et l'Égypte qui partagent les caractéristiques suivantes: absence de capital humain, égalité dans la répartition des revenus, profondeur financière, absence de liberté politique, à l'exception de l'Indonésie, déséquilibre macroéconomique, absence d'ouverture commerciale, spécialisation manufacturière à l'exportation, à l'exception de l'Indonésie et l'Égypte qui constituent des cas particuliers comme on l'a vu précédemment. Comme les pays du groupe précédent, ils présentent certaines vulnérabilités qui rendent leur dynamique de croissance probablement précaire. Outre les déséquilibres macroéconomiques, ils ne possèdent pas un niveau élevé de capital humain, ce qui leur impose un type de spécialisation vraisemblablement différent de celui des pays rassemblés dans le deuxième profil. Toutefois, ils disposent de certains atouts supplémentaires, en particulier une certaine profondeur financière. Autre différence majeure avec les pays du deuxième profil, ces pays étaient relativement pauvres en 1975. En revanche, ils s'inscrivaient déjà dans une dynamique de croissance positive au cours de la période antérieure. À l'instar des pays du premier profil, ils appartiennent tous au groupe de pays convergents moyennement GRAF 1 et 2. Si nous rapprochons les regroupements effectués en début d'étude sur la seule base des performances de croissance récentes, de la dynamique et de la richesse initiale, nous observons que les pays initialement pauvres, mais en rattrapage sur l'ensemble de la période et avec de bonnes performances. Sur la période 1990 à 1999, groupe numéro 4 du graphique numéro 1, appartiennent soit au premier profil, soit au troisième profil de la classification finale, qui tient cette fois aussi compte des sources de la croissance. Des performances apparemment comparables résultent donc, en réalité, de dynamiques différentes, et les bases de la croissance des pays appartenant au premier profil semblent a priori plus solides que celles des pays du troisième profil. Néanmoins, au sein du premier profil, les options ne sont pas parfaitement homogènes, ce qui suggère qu'au-delà de certaines grandes options macroéconomiques, diverses stratégies sont envisageables. Quant aux économies appartenant au deuxième profil, essentiellement latino-américaines, elles sont celles des pays initialement riches qui ont divergé sur l'ensemble de la période, mais qui ont connu de bonnes performances au cours des dernières années, groupe numéro 1 du graphique numéro 1. L'observation des caractéristiques sur lesquelles s'appuie cette croissance suggère qu'elle présente une certaine vulnérabilité, en raison de l'absence de capacité d'accumulation et de solidité macroéconomique. Cette configuration de croissance correspond à des pays déjà avancés qui disposent notamment
d'un niveau élevé de capital humain, qui sont dans l'ensemble à orientation manufacturière, mais qui ont des difficultés macroéconomiques et ne sont pas très ouverts. Cependant, un certain nombre de pays constituent des anomalies soit parce qu'ils correspondent au profil précédemment décrit, sans pour autant enregistrer de bonnes performances, soit parce qu'ils n'appartiennent à aucun des profils identifiés en dépit de leurs bonnes performances. Le premier type d'anomalie concerne les Philippines et la Jamaïque pour le premier profil, et l'Afrique du Sud pour le deuxième profil. Dans leur cas, certaines données, de nature essentiellement politique, non prises en compte expliquent sans doute cette situation. Une autre explication possible tient à la méthodologie retenue dans l'analyse. Cette méthodologie présente l'avantage de mettre en évidence la complémentarité entre certaines variables, ce qui était l'un des objectifs de l'étude. Toutefois, elle ne permet pas toujours de bien saisir les effets de seuil, dans la mesure où les seuils retenus pour les diverses variables sont généralement fixés en fonction de la médiane de l'échantillon et non pas sur la base de critères d'optimalité. En conséquence, certains pays peuvent être considérés comme possédant certaines caractéristiques alors qu'ils sont en réalité en deçà du seuil optimal. Le deuxième type d'anomalie concerne des pays qui enregistrent de bonnes performances, sans appartenir à l'un des trois profils précédemment identifiés, à savoir le Ghana et le Sri Lanka. Les performances du Sri Lanka s'expliquent par une capacité d'accumulation élevée, la présence de capital humain et une forte ouverture commerciale. Son profil se rapproche donc à certains égards du premier profil, bien qu'il s'en démarque sur d'autres aspects, notamment l'équilibre macroéconomique, mais aussi la liberté économique et la profondeur financière. Ce pays présente donc un profil suffisamment différent du groupe numéro 1. Sa présence sur le graphique numéro 10, à proximité du groupe numéro 3, tient seulement au fait qu'il partage, avec ces derniers pays, un certain nombre des faiblesses, précisément les déséquilibres macroéconomiques. Le Sri Lanka constitue, en quelque sorte, un profil hybride entre le premier et le troisième profil. Enfin, le Ghana constitue un cas plus énigmatique car il ne possède aucune des caractéristiques censées permettre d'amorcer une dynamique de croissance, si ce n'est l'ouverture commerciale. Son inclusion dans le groupe des économies à bonne performance ne peut s'expliquer que par une conjonction de facteurs exogènes favorables, au cours de la période 1990 à 1999. Conclusion. Notre objectif, dans cette étude, était d'identifier des associations entre des profils de croissance et des performances économiques. En d'autres termes, nous avons cherché à déterminer sur quels facteurs s'appuyait la croissance de certains pays, afin d'apprécier le caractère plus ou moins durable de leur performance. Un premier résultat est que loin de s'exclure, les ressorts de la croissance, qu'ils soient néoclassiques ou endogènes, se renforcent, se complètent. En outre, il apparaît que les variables identifiées comme importantes par la littérature économique sur la croissance ne s'associent pas systématiquement avec les variables de performance, ce qui suggère que chacune de ces variables peut jouer un rôle, mais que ce n'est pas systématiquement le cas. Cette remarque est particulièrement vraie pour des variables telles que l'ouverture commerciale et financière, le capital humain, les ides, la diversification de la production et la liberté politique. Ces résultats corroborent ceux d'autres travaux récents. Les associations de variables sont sans doute plus importantes que les variables individuelles. En revanche, les variables d'accumulation, de profondeur financière, d'équilibre macroéconomique externe ainsi que la nature du commerce paraissent étroitement et positivement liées aux bonnes performances. Ces remarques suggèrent que les performances de croissance peuvent être le résultat d'options assez différentes. D'un pays à l'autre, en effet, les combinaisons de caractéristiques diffèrent sensiblement. Toutefois, certains pays se regroupent assez systématiquement. Il en va ainsi des économies d'Asie du Sud-Est, aussi de certaines économies latino-américaines comme celles de l'Argentine, l'Uruguay, le Pérou et le Salvador, ou encore les grandes économies asiatiques, de l'Inde et du Pakistan par exemple. L'étude a permis de mettre en évidence trois profils de croissance. Le premier est assez conforme aux prescriptions dites du consensus de Washington, même si certains pays semblent présenter des combinaisons de caractéristiques qui leur sont propres, Chili, Chine, etc. Outre de bonnes performances, en termes de taux de croissance sur la dernière décennie,
ces pays ont pour l'essentiel convergé fortement ou moyennement vers la moyenne des pays de l'OCDE sur les 25 dernières années. Le deuxième profil de croissance identifié concerne des pays déjà anciennement industrialisés et relativement riches, mais qui ont divergé fortement depuis 1975. Leur bonne performance de croissance, durant les années 1990, semble donc essentiellement inertielle et on peut douter de la reconduction de ces résultats du fait des faiblesses mises en évidence grâce à l'analyse. Déséquilibre macroéconomique, absence d'accumulation de capital, inégalité dans la distribution des revenus. La crise qui a frappé l'Argentine en décembre 2001 est assez illustrative à cet égard. Enfin, un troisième profil de croissance a été détecté. Il s'agit de pays qui ont convergé moyennement et qui ont trouvé une voie assez différente de celle édictée par le consensus de Washington. Toutefois, ce profil contient des faiblesses, absence de capital humain, d'ouverture commerciale et surtout des équilibres macroéconomiques, sur lesquels les pays doivent certainement progresser pour que le rattrapage soit durable. Dans une perspective dynamique, il permet d'être plus optimiste quant à la capacité de certains pays à converger, phénomène qui reste limité à un petit nombre de pays. La plus grande prudence est toutefois de rigueur, car il est clair que l'amorce d'une dynamique de rattrapage nécessite une politique économique active pour corriger les faiblesses mentionnées ci-dessus. Cette enquête, bien sûr, doit être poursuivie. Une piste de recherche consisterait à enrichir le travail statistique effectué, ici, par des analyses économétriques, afin de tenter de quantifier l'impact des diverses options de politique économique sur la croissance. Rapport. International Institute of Management Development World Competitiveness Report, Lausanne, divers numéros. World Economic Forum, Global Competitiveness Report, Genève, divers numéros. Bibliographie. Arous Jean, 1999, Les théories de la croissance, Paris, édition du Seuil. Avalon Nathalie et Nicolas Françoise, 2003. Théorie de la croissance, les leçons pour les pays en développement, revue sélective de la littérature théorique et empirique, document de travail CDCIXIS, numéro 2003 à 75 EI, septembre, Paris. Bradford Collin, 1993, A Reappraisal of the East Asian Development Experience. From Trade-Driven Growth to Growth-Driven Trade, Paris, Centre de développement de l'OCDE. Centre d'études prospectives d'informations internationales, CEPI, 1998, La compétitivité des nations, Paris, édition Economica. Fontanier Lionel et Guérin Jean-Louis, 1997, L'ouverture, catalyseur de la croissance, Économie internationale, numéro 71, 3e trim, 135 à 167. Bosch Erratich et Wolfholger, 1998, Thresholds and Context Dependence in Growth, Enber Working Paper, numéro 6497. JANCI Didier 2001, Émergence, risques et opportunités, les enjeux économiques internationaux, Paris, juillet. http://www.commerce-extérieur.gouv.fr/publication-pdf-émergence.pdf. Prasad et Soiréal, 2003, Effect of Financial Globalization on Developing Countries. Some Empirical Evidence, Working Paper FMI Washington DC, mars. Pritchett Lant, 2000, Understanding Pattern of Economic Growth, Searching for Hills Among Plateaux, Mountains and Plains, The World Bank Economic Review, volume 14, numéro 2, mai, 221 à 250. Ranis Gustave, Stewart Frances et Ramirez A., 2000, Economic Growth and Human Development, World Development, volume 28, numéro 2, 197 à 219. Roderica Dani 2003, Growth Strategies, Mimeo, Harvard University avril. Sachs Jeffrey 2000, Globalization and Pattern of Economic Development, Weltwirtschaftliche Archive, volume 136, numéro 4, 579 à 600. Annexe numéro 1. Présentation des indicateurs de performance. Source, données extraites de la Banque mondiale. Annexe numéro 2. Présentation des variables 26. 1. Liste des variables brutes. Variables structurelles. Taux de scolarisation dans le secondaire, SEC.
Taux de scolarisation dans le supérieur, SUP. Étudiants en sciences et ingénierie en pourcentage, % des étudiants du supérieur, SCST. Taux de croissance de la population active, TCPOP. Part des produits manufacturés dans la valeur ajoutée, MFP. Part des exportations manufacturées dans les exportations totales, MFX. Part des exportations de produits de haute technologie dans les exportations manufacturées, HITEXP. Part de carburant dans les exportations totales, FUELEXP. Indicateur de diversification des exportations, DIVERSIF2. Inverse de l'indice de concentration construit à partir des données de la base Schelem du CEPI. Variables macroéconomiques. Taux d'investissement, FB. Part des ID dans le PIB, FDI-PIB. Part des biens d'équipement dans la valeur ajoutée manufacturière, BK. Part des flux de capitaux privés dans le PIB, KFLOW1. Indicateur de profondeur financière, M2PIB. Part du crédit au secteur privé dans le crédit bancaire, CRPRV. Part du crédit bancaire dans le crédit total, BKCR, ratio du service de la dette sur les exportations, SDX. Taux d'inflation, INFL. Solde budgétaire sur PIB, SBPIB. Solde corrigé du compte courant, CAC1. Taux d'ouverture, trade. Variables institutionnelles et sociopolitiques. Liberté économique, ECOF, Fraser Institute, Economic Freedom of the World 2001. Indice de liberté politique, GASTIL. Freedom House. Annual Freedom in the World Country Score 1972 à 73 to 2000 à 2001. Indice de Gini. 2. Construction des variables composites. Les variables composites résultent de différentes analyses en composantes principales, ACP, effectuées sur la base des variables brutes listées ci-dessus. HK1, capital humain prime sec SCST. KFLOW1, ouverture financière, FDIPB, FDIFB, KFLOW1. OUFCOM, ouverture commerciale, trade IMP EXP. SECFIN 2, profondeur financière, CRPRV, BKCR, M3PIB. Macro. Équilibre macroéconomique, variable construite sur la base des deux variables suivantes. EQINT3, équilibre interne, SINFL, SBPIB. EQEXT, équilibre externe, SDX, DEBTEXP, CAC1. Profind, profondeur industrielle, BK, HITEXP, MFX, MFP. EXP3, nature des exportations, 0 manufacture, 1 pétrole, 2 produits de base. Économie des élargissements européens, à l'Est. Xavier Richet. L'élargissement de l'Union européenne à 12 nouveaux membres, en 2004 et 2007, est l'aboutissement pour 10 d'entre eux, d'un long processus politique et économique qui a débuté peu de temps après l'effondrement du mur de Berlin, le 9 novembre 1989. L'ébranlement du système socialiste européen qui a conduit à sa chute remonte aux premiers assauts des ouvriers polonais des ports de la Baltique. Les réformes tardives intervenues dans les pays de la région, notamment ceux de l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, avec la perestroïka ont ouvert la boîte de Pandore, conduisant à l'implosion du système. Les nouveaux pays membres, NPM, se sont trouvés confrontés à un triple choc. Un choc systémique tout d'abord avec l'abandon du système socialiste qui a volé en éclats, un choc économique avec l'ajustement nécessaire au nouvel environnement, enfin un choc institutionnel provenant de la contrainte de l'Europe des 15 qui a fixé le cadre, le programme, le calendrier de l'accession de ces pays à l'Union. Jusqu'alors, il n'avait jamais été procédé à un si grand nombre d'adhésions simultanées de pays présentant des différences si notables, en termes de performance, de niveau de vie, de spécialisation, de cadre juridique et institutionnel. Nous mesurons l'importance de ce phénomène si nous le comparons aux échecs des plans de stabilisation, d'intégration régionale dans des pays limitrophes à l'Union européenne, ceux du Sud en particulier qui voient aujourd'hui les ressources se tourner plutôt vers les pays de l'Est, créant un effet d'éviction dommageable que les politiques de voisinage, M. Hadar, dire, 2007, voire les projets de relations plus étroites avec les pays de la Méditerranée, sont censés combler.
Ces nouvelles adhésions tendent à influencer fortement le fonctionnement de l'Union européenne, à modifier les équilibres, la répartition des ressources, les modes de régulation d'un ensemble plus complexe à gérer. Des économies d'échelle anticipées peuvent être à l'origine d'une forte croissance et alimenter un phénomène de rattrapage rapide, comme cela a été le cas naguère, avec l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, 1er janvier 1986. Même la création d'un marché élargi ne sera pas suffisant pour résorber les déséquilibres actuels. Les différences structurelles et régionales importantes, les nouvelles formes de concurrence et la nature de la gouvernance européenne peuvent induire de nouveaux déséquilibres durables ou retarder l'arrivée à maturité des économies des nouveaux membres. D'un autre côté, d'importantes polarisations régionales transfrontalières sont la source de nouveaux pôles de croissance. Nous pouvons l'observer dans certaines régions d'Europe centrale. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.